Bertrand Kepi, médecin biologiste, un des 30 biologistes du laboratoire GenBio, et je suis responsable des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation pour le centre de fécondation in vitro de la Châtaigneraie. L'équipe de fécondation in vitro compte 3 techniciennes temps plein qui sont formées à toutes les techniques de FIV, et puis les secrétaires du laboratoire et les techniciens du laboratoire de biologie polyvalente qui sont ici au sein de la clinique. Le laboratoire de la clinique de la Châtaigneraie pratique toutes les techniques d'assistance médicale à la procréation, de l'insémination artificielle aux différentes techniques de fécondation in vitro, avec et sans micro-injection. Nous pratiquons aussi la congélation de gamètes et d'embryons. Vous êtes ici dans la partie technique de l'environnement ANP du laboratoire GenBio. Cette zone ici est réservée aux micro-injections. Ici, vous avez des incubateurs qui sont compartimentés pour permettre de bouleverser le moins possible l'environnement de la culture des embryons. Derrière moi, vous avez un poste de travail de fécondation in vitro avec un plan de travail qui est chauffé et un environnement qui est comparable à celui que vous avez dans les incubateurs. Il y a une zone qui est réservée au transfert des embryons avec un poste de travail dédié et un incubateur spécifique. Et puis de l'autre côté se trouve la zone où on effectue les traitements de sperme dans un poste de sécurité microbiologique. La première étape de prise en charge passe par la consultation avec un médecin gynécologue spécialiste des traitements d'infertilité. C'est ce gynécologue qui va décider ensuite, après avoir fait son examen clinique, de la suite à donner pour la prise en charge des patients, et donc peut avoir besoin d'examens complémentaires, biologiques, radiologiques, et il va ensuite faire un bilan. Le dossier du couple, puisqu'il s'agit bien de la prise en charge d'un couple, est ensuite passé en revue lors d'une réunion pluridisciplinaire qu'on appelle le staff de FIV, qui a lieu toutes les semaines, qui réunit l'équipe clinique et l'équipe biologique. Et c'est au sein de cette réunion qu'on décide du plan de traitement adapté. En l'occurrence, ça peut être une fécondation in vitro. L'étape suivante, c'est la consultation avec le biologiste qui est indispensable avant la première tentative de fécondation in vitro. Quand le gynécologue l'aura décidé, le couple va commencer son traitement. En l'occurrence, il s'agit d'une stimulation hormonale pour la femme. Il y a un monitorage d'ovulation qui est géré par le médecin gynécologue correspondant, qui décidera du moment opportun pour le déclenchement de l'ovulation. 36 heures après ce déclenchement d'ovulation, la dame est hospitalisée ici en ambulatoire pour une ponction ovarienne qui va permettre de récupérer les follicules. Le même jour, le mari, le conjoint, viendra faire un recueil de sperme ici au laboratoire et nous traiterons le sperme pour concentrer les spermatozoïdes mobiles dans une petite fraction qui va être ensuite utilisée pour la fécondation in vitro. Le liquide de ponction arrive du bloc opératoire dans une mallette thermostatée. Nous analysons le liquide de ponction pour retrouver les follicules. Ces follicules sont ensuite placés dans des boîtes que vous voyez ici, ce qu'on appelle des boîtes 4 puits, dans lesquelles, dans un deuxième temps, on pourra les mettre en contact avec les spermatozoïdes du conjoint, dans des petits puits comme ça. Et ensuite, l'ensemble, donc les ovocytes et les spermatozoïdes, sont remis au chaud dans l'incubateur jusqu'au lendemain matin, moment auquel on va vérifier si la fécondation s'est passée correctement. Ce que je viens de vous expliquer, c'était une fécondation in vitro conventionnelle. L'autre méthode de fécondation in vitro qui est très répandue aujourd'hui, c'est l'ICSI, pour intracytoplasmic sperm injection, qui est la micro-injection d'un spermatozoïde dans le cytoplasme d'un ovocyte. Cette technique un petit peu plus complexe nécessite d'abord dans un premier temps de décoroniser les ovocytes, c'est-à-dire qu'on va enlever les cellules qui sont autour de l'ovocyte pour permettre cette micro-injection qui se passera donc avec un microscope et un micromanipulateur. On a besoin d'une part d'attraper un spermatozoïde avec une pipette extrêmement fine et ensuite de l'injecter dans un ovocyte qu'on va maintenir avec une pipette de contention. Voilà, donc ça c'est une micromanipulation des gamètes. Une fois cette étape de fécondation in vitro avec micromanipulation effectuée, les ovocytes de la même façon sont replacés dans les incubateurs jusqu'au lendemain matin pour
qu'on puisse vérifier de la même façon la bonne réalisation de la fécondation. Voilà. L'étape suivante, c'est la culture des embryons. On peut laisser in vitro les embryons évoluer jusqu'au stade de blastocyste qu'on atteint vers le 5e jour, et on va pouvoir suivre ce qu'on fait quotidiennement nous, le développement des embryons en faisant des prises de vue quotidiennement du développement embryonnaire. Ça nous permettra de comparer la qualité embryonnaire en laissant les embryons au chaud. On décidera donc des embryons ou de l'embryon à transférer, c'est-à-dire que c'est un embryon qu'on va remettre dans l'utérus de la femme et qui ensuite doit continuer son développement pour pouvoir s'implanter et démarrer une grossesse. Il existe une nouvelle méthode de micro-injection qu'on appelle l'IMSI, et le M consiste à signifie plutôt le fait de sélectionner morphologiquement le spermatozoïde qu'on va injecter dans l'ovocyte. On le fait déjà dans la technique de micro-injection classique, donc l'ICSI conventionnelle, mais on peut le faire d'une façon beaucoup plus sélective dans la technique IMSI, grâce à un microscope particulier qui a un objectif qui est très puissant, et donc on a un grossissement très important. Pour vous donner une échelle, quand on travaille en ICSI, on est à un grossissement 400 environ, et quand on travaille en IMSI, on peut aller jusqu'à un grossissement fois 16 000. Ce qui permet d'obtenir une image avec des détails très précis sur la tête du spermatozoïde, dans laquelle des équipes ont identifié ce qu'on peut appeler des anomalies morphologiques qu'on appelle des vacuoles. Et l'idée, c'est que si vous trouvez des spermatozoïdes, j'ai dit si vous trouvez, parce que ce n'est pas forcément le cas, les spermatozoïdes qui n'ont pas du tout de vacuoles dans la tête ou qui ont très peu de vacuoles, eh bien, que vous injectez ces spermatozoïdes, vous obtenez plus de grossesse et moins de fausses couches qu'avec des spermatozoïdes qui ont des vacuoles plus importantes. Voilà. Cette technique est relativement récente, nous l'a mise en œuvre il y a quelques années, donne des résultats assez satisfaisants sur une population sélectionnée, puisqu'on ne la propose qu'aux couples qui ont déjà eu 2 échecs d'implantation en micro-injection classique. C'est la question que les patients posent évidemment à chaque entretien. Il faut savoir qu'en France, qui est un pays où on fait beaucoup de fécondation in vitro, la performance moyenne de tous les centres de FIV tourne autour de 25%, 25-30% de grossesse par tentative. Voilà. Donc on se situe à peu près dans cette fourchette-là, on est un petit peu au-dessus dans la mesure où on a un taux d'accouchement par tentative qui est proche de ces 20-25%, ce qui est plutôt satisfaisant. La grossesse qui vient d'une assistance médicale à la procréation est considérée comme une grossesse absolument normale et ne nécessite pas de prise en charge particulière. Le taux de fausse couche est un petit peu plus élevé que dans les grossesses naturelles, mais pour autant ne justifie pas une prise en charge particulière ni d'examen plus poussé ou plus fréquent. C'est bien l'une des complications entre guillemets de la fécondation in vitro et même de l'assistance médicale à la procréation. C'est bien ce risque de grossesse multiple qui est lié soit à la stimulation ovarienne dans le cas des inséminations artificielles qui peut être donc multifolliculaire, soit au transfert de plusieurs embryons quand on fait une fécondation in vitro. Le taux moyen, on va dire, de grossesse gémellaire quand on transfère 2 embryons en moyenne tourne autour de 20%. Ce qui est beaucoup, puisque ça représente plus de 10 fois le taux naturel de grossesse gémellaire. Les techniques de congélation embryonnaire qu'on fait donc et qui sont le corollaire de ces tentatives de fécondation in vitro, puisque notre activité consiste à récupérer beaucoup d'ovocytes et donc à obtenir beaucoup d'embryons, on a la possibilité de gérer entre guillemets ces embryons pour leur utilisation immédiate ou future en congelant et en conservant les embryons dans de l'azote liquide jusqu'à ce qu'on décide de les utiliser. Ces embryons sont donc descendus en température soit classiquement puisqu'il y avait une méthode de congélation lente, et puis plus récemment on a mis en place une technique de vitrification qui donne de meilleurs résultats et qui fait que les couples peuvent utiliser tous les embryons de bonne qualité d'une seule tentative.
Et dans la mesure où on peut multiplier les transferts d'embryons, on augmente les chances de grossesse qu'on peut avoir avec une seule tentative de fécondation in vitro. Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir de meilleurs résultats, puisque la fécondation in vitro, même si c'est jamais assez efficace, donne d'assez bons résultats malgré tout, puisque le taux naturel de fécondation dans la reproduction humaine, il est d'environ 25%, ce qui fait à peu près un cycle sur 4. On a à peu près les mêmes taux en fécondation in vitro, ce qui fait que globalement on apporte les mêmes résultats aux couples infertiles que ceux qui sont obtenus pour les couples fertiles. Mais c'est vrai que le succès de la fécondation in vitro passe souvent par la répétition des tentatives. Et dans la mesure où vous pouvez augmenter le nombre de transferts d'embryons, donc le nombre de chances de grossesse, en accumulant toutes ces chances de grossesse, les résultats de la fécondation in vitro sont beaucoup plus grands que ces 24%. Mais on parle là d'une moyenne, parce qu'évidemment, ce qui est très important, c'est que le facteur pronostic le plus important pour nous est l'âge de la femme. Et qu'évidemment, les résultats sont beaucoup moins bons chez les femmes plus âgées que chez les femmes jeunes. La douleur chez nous, dont parlent les femmes qui sont évoquées lors des traitements, elle concerne surtout la stimulation hormonale, puisque en fait c'est pendant cette période que l'organisme va accumuler des doses fortes d'hormones. La conséquence, c'est que le volume global de l'ovaire ou des ovaires va augmenter, et c'est ce phénomène-là qui peut être douloureux, voire dangereux si l'hyperstimulation n'est plus contrôlée. La douleur liée à la ponction proprement dite, la ponction ovarienne, on en entend peu parler, puisqu'ici les ponctions sont faites sous anesthésie générale, ce qui n'est pas toujours le cas dans les centres de fécondation in vitro, mais c'est ce que nous avons tenu à proposer à toutes les patientes, qui n'étaient pas forcément proposées ailleurs, et on a considéré que c'était quelque chose, que c'était un plus de ce centre en particulier.